Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché de fin mars, début avril, en fonction de la date où vous verrez cette vidéo. Ce point de marché intitulé le plus grand scandale de l'histoire. Et je vais sans tarder vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé en début de semaine. Euh, on a, en fait, justement, de quel scandale parle-t-on? En fait, le titre plus profond, c'est des marchés impassibles face à un énorme scandale. Et on va parler assez vite de ce scandale. Alors, tout d'abord, je fais un petit rappel. Je vais organiser un très gros événement, un événement privé, donc sur invitation, qui s'intitule En cette période d'incertitude, quelles opportunités d'investissement sont à saisir en 2023. Donc ce webinaire est gratuit sur inscription et se tiendra le mardi 11 avril 2023 à 20 heures. Donc vous avez, je vais aborder un petit peu un rappel de la situation des marchés financiers, le rôle et l'importance d'être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine, l'importance d'investir, et cette vidéo, va le refléter, et j'aborderai aussi des solutions sécurisées, non bloquées, pour avoir une rentabilité de 10%. On se posera la question et je vous exposerai des stratégies pour avoir une rentabilité comprise entre 5, 10, voire un peu plus, sans prendre nécessairement un très très gros risque, voire même pas de risque du tout. Alors pour réserver, donc n'hésitez pas à cliquer, à aller sur le lien, soit vous recopiez ce lien, soit vous cliquez sur le lien donc en description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler à votre entourage, c'est vraiment vraiment important, voilà, de vous sensibiliser à l'investissement, c'est très important, et, et les événements qui ont lieu actuellement vont malheureusement dans ce sens, voire parfois même ça prend une connotation un peu scandaleuse. Et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, de quoi parle-t-on? Donc, je rappelle, le parquet national financier, donc là c'est des faits, moi je suis pas là en train de, on n'est pas dans le comptoir du café. Le parquet national financier français, en collaboration avec le parquet allemand, ont mené des perquisitions coordonnées au sein de très grandes banques françaises. Ça c'est factuel, vous allez dans n'importe quel journal, vous allez à la télé, on en parle. De quoi s'agit-il? Alors, il y a un soupçon de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale aggravée portant sur un détournement de près de 140 milliards d'euros. Ce n'est pas une baguette de pain, 140 milliards d'euros, c'est, là je vous rappelle, toutes les manifestations qu'on voit depuis 3 mois sur les réformes des retraites, c'est pour économiser 10, 12 milliards d'euros par an. Là, on parle de 140 milliards d'euros de suspicion, attention, de suspicion de fraude fiscale. Alors, les établissements sont soupçonnés, attention, présomption d'innocence, d'avoir aidé de riches investisseurs à échapper à l'imposition sur les dividendes. Deux stratégies, dont une est à la limite de l'illégalité et l'autre totalement illégale, pourraient avoir été utilisées. Alors, les stratégies ont des noms Cum et Cumex, dont je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors, la stratégie du Cumex. Alors, la stratégie du Cumex, elle est totalement illégale. Totalement illégale. Alors, en fait, c'est quoi? On prend un schéma. Alors ça, c'est pareil, ça c'est un schéma, je ne l'ai pas inventé, je l'ai pris dans des médias mainstream, dans des journaux un peu spécialisés sur la finance. Je ne connaissais pas, pour être franc avec vous, je ne connaissais pas ces stratégies, donc j'ai découvert ça dans la presse. Donc, trois actionnaires, donc on suppose Abel, Béa et Chris, vont profiter et abuser de remboursements d'impôts auxquels ont droit certains investisseurs étrangers. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a ici trois investisseurs, donc Abel, Béa et Chris. Donc, Abel, lui, il a des actions. Donc, il est propriétaire des actions à J-2. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que on a deux dates très importantes. On a
la date de détachement du dividende, donc c'est le jour où la propriété de l'action est fixée en vue du versement du dividende. Donc c'est à J-2 en fait que l'administration fiscale va avoir connaissance des personnes qui sont détentrices des actions, qui vont percevoir des dividendes, donc J-2 avant le détachement, et c'est ces personnes-là qui vont être imposées par l'administration fiscale. Ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir, là, j'ai pris l'exemple de 3 investisseurs, mais en réalité, on a des dizaines et des dizaines de personnes, hein, parce que là, c'est un montage assez facile, hein, mais en réalité, il y a énormément de personnes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, les investisseurs vont, alors évidemment, ils ne vont pas le faire tout seuls, hein, le marché action est un marché organisé, donc il faut quand même des gros intermédiaires financiers pour faire ça. Donc les investisseurs vont s'échanger des centaines de milliers d'actions sur une très courte période, en 2-3 jours, donc ici aux alentours de la date J-2, autour de la date du paiement de dividendes. Et grâce à cette technique, le fisc, l'administration fiscale, n'arrive plus à savoir qui est le véritable propriétaire de l'action et va être amené à rembourser des taxes qu'il n'a même pas prélevées. Je vous donne un exemple. Vous avez Abel ici, qui est propriétaire des actions. Il les a. Lui, il les a, il les a avant et il va les garder. Là, il n'y a pas de problème. Lui, il les a. Vous avez un autre investisseur, Chris, qui n'est pas propriétaire des actions et qui va, en fait, ce qu'on va appeler, qui va acheter des actions à un troisième investisseur, BA, alors que BA, en fait, il n'en est pas propriétaire. Donc, BA va, en fait, faire ce qu'on appelle une espèce de vente à découvert. Donc, la vente à découvert consiste à vendre des titres que l'on n'a pas encore. Donc, BA va acheter des actions à Abel, pour honorer sa vente à Chris. Et Chris, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Chris va s'arranger, en fait, pour acheter des actions juste après la date de J-2. Donc, on a Abel qui a des actions juste avant J-2 et Chris qui va acquérir les actions juste après J-2. Donc, il n'est pas propriétaire de ces actions pour l'administration fiscale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, à la date J, donc le dividende tombe. Donc, évidemment, l'administration fiscale va prélever, va imposer Abel sur les dividendes que Abel a perçus. Donc, l'administration fiscale va imposer et Abel, qui est un investisseur étranger qui vit dans un pays qui a un accord avec la France, hein, attention, hein, tous les pays n'ont pas des accords avec la France, il y a certains pays qui les ont, d'autres qui ne les ont pas. On suppose que Abel vit dans un pays qui a un accord avec la France et donc Abel va être remboursé de l'impôt sur les dividendes. Donc jusqu'à là, c'est légal, il n'y a pas de problème. Alors on peut se poser la question, c'est pas juste, pourquoi les Français payent un impôt sur les dividendes et pas les étrangers? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est voilà, c'est l'administration qui fixe les règles. Voilà. Abel va donc demander aux impôts de lui rembourser une partie de l'imposition à la source sur le dividende. Mais Chris, qui a acheté des actions juste après J-2, donc à J-2 plus quelques secondes, on parle de secondes, hein. Donc lui, aux yeux de l'administration fiscale, il n'est pas propriétaire de ces actions. Et qu'est-ce qui va se passer? Chris, il sait qu'il a acheté les actions juste après le J-2, il va contacter l'administration fiscale en se prévalant d'être propriétaire des actions. Parce qu'en fait, l'administration fiscale ne rembourse pas automatiquement. Il faut faire une demande, il faut faire une déclaration à l'administration fiscale, comme quoi, c'est déclaratif, hein, donc l'imposition est déclarative. Donc, Chris va déclarer à l'administration française, alors qu'il est à l'étranger, il n'a pas la nationalité française, qu'il a été prélevé, entre guillemets, injustement d'un impôt qu'en réalité, il n'a même pas payé. Et l'administration fiscale a beaucoup de mal, en fait, à savoir exactement, autour de cette date J-2, qui est propriétaire et qui ne l'est pas. Parce que, évidemment, les investisseurs, là j'ai pris l'exemple de 3 investisseurs, mais en réalité, vous allez avoir des centaines de personnes qui vont s'échanger vite des actions autour de J-2, de sorte que l'administration fiscale ne sait plus qui est vraiment propriétaire des actions au moment de J-2.
à J-2 plus une seconde, vous êtes propriétaire des actions et donc vous payez l'impôt sur les dividendes. Et si vous êtes étranger, vous pouvez demander le remboursement. Mais si à J-2 plus une seconde, vous n'êtes plus propriétaire des actions, donc vous ne payez pas l'impôt sur les dividendes, puisque vous ne percevez pas le dividende, mais vous demandez quand même à l'administration fiscale un remboursement. Et ça, le problème, c'est que l'État, c'est très difficile, c'est un peu comme du trading algorithmique, vous voyez, c'est comme du micro-trading, vous voyez. Donc l'administration fiscale ne peut pas identifier ceux qui étaient propriétaires à J-2 moins une seconde et J-2 plus une seconde. Et donc l'État a fait des remboursements d'impôts à beaucoup d'investisseurs, alors que ces investisseurs n'ont même pas payé d'impôts. Hein. C'est un peu comme si, je ne sais pas, je suis une entreprise, je je sais pas, je déclare avoir payé 20% sur une facture de TVA, et en réalité, je n'ai pas payé. En réalité, c'est une fausse facture. Enfin voilà, j'ai créé une facture de toute pièce qui n'existe pas. Et donc après, je vais voir l'administration fiscale et c'est comme je lui demande un remboursement de TVA que je n'ai même pas, en fait, que je n'ai même pas payé. Donc c'est quand même assez grave, hein, c'est une fraude quand même. Là, c'est vraiment, on parle d'une vraie fraude, hein, donc qui est vraiment grave. Donc on a des investisseurs en fait qui reçoivent de l'argent du fisc alors qu'ils n'ont même pas été imposés. Donc ça, c'est quand même, voilà, c'est une énorme fraude. Et pour faire ce type de fraude, il faut des centaines d'investisseurs. Et vous doutez bien que des centaines d'investisseurs ne peuvent pas s'échanger des titres, des actions en quelques secondes autour de J-2 avant le paiement de dividendes sans l'intervention de gros acteurs, de plateformes, parce que les actions, c'est un marché organisé. Ce n'est pas un marché de gré à gré comme l'immobilier entre un acheteur et un vendeur, c'est un marché organisé, c'est anonymisé. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Et là, la fraude est encore plus aggravée, c'est que Abel et Béa, qui n'ont rien gagné en fait, c'est Chris qui a gagné qui a triché quelque part, mais comme il était de mèche avec Abel et Béa, la somme d'impôts que va payer l'État à Chris, un, un remboursement injustifié, en fait, Chris va le partager avec Béa et Abel. Donc c'est une stratégie Cumex gagnant, hein, ou Cum. Alors Cum, c'est une autre stratégie que je vais vous parler. Donc c'est quand même une énorme fraude. Et moi, je ne connais rien, je ne connais pas grand-chose à ces montages. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose dans ce que je vous explique. J'ai appris l'existence de ce montage dans la presse, hein, dans la presse spécialisée. Donc apparemment, ce type de fraude existe depuis des années. Hein, bon. Donc, et ça, en fait, ça, c'est une très très grosse fraude et elle ne peut pas se faire sans des intermédiaires financiers. Hein, parce que enfin, l'administration fiscale, ils ne sont pas bêtes. Hein, voilà, il faut faire des centaines de transactions en un temps très court. Et ça, c'est pas des personnes physiques comme ça qui peuvent faire ça entre plusieurs voisins. C'est très très difficile. D'où, effectivement, le parquet national financier qui enquête, etc., sur des malversations. Donc ça, c'est le premier montage, ce qu'on appelle le CUMEX. Le deuxième montage, qui est à la limite de la légalité, qui est illégal en Allemagne, parce qu'on a quand même des procureurs allemands qui sont aussi dans l'enquête, hein, mais qui est à la limite de la légalité en France, c'est ce qu'on appelle le cum-cum. Alors, c'est quoi le cum-cum? Alors, je vous avais dit qu'il y a certains pays, donc quand vous êtes investisseur, que vous soyez français ou étranger, dans la règle générale, lorsque vous percevez un dividende sur les actions françaises, vous êtes prélevé, vous devez payer un impôt à l'État français. C'est la loi, on peut dire c'est bien ou c'est pas bien. La loi, elle est comme ça. Vous devez payer un impôt sur les dividendes. Moi, par exemple, j'ai des actions. Quand je reçois un dividende sur mon compte courant, il y a un prélèvement à la source qui est appliqué par l'administration fiscale, donc qui est prélevé par ma banque. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est que là où ça devient plus compliqué, c'est qu'il y a certains pays, comme par exemple le Dubaï, qui ont passé des accords avec la France
pour lesquels les investisseurs de Dubaï ne payent pas d'impôts sur les dividendes. Alors, ne me demandez pas pourquoi, si vous êtes investisseur new-yorkais, vous allez payer l'impôt sur les dividendes des entreprises françaises que vous détenez, alors que si vous êtes un investisseur de Dubaï, vous ne payez pas. Ça, c'est pas moi qui fais les lois. Donc, en quoi consiste ce montage, considéré comme frauduleux en Allemagne, mais à la limite, hein, pas nécessairement frauduleux en France. Alors, donc qu'est-ce qui va se passer? On a Andrew, on va prendre encore des exemples, Andrew qui est un investisseur à New York. Donc avant, donc lui, il sait que le dividende qu'il va percevoir, il va devoir payer des impôts. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc avant le versement des dividendes, l'actionnaire, donc Andrew, va transférer ses actions à Boris, qui est à Dubaï, qui est un citoyen de Dubaï. Le jour du versement du dividende, évidemment, c'est Boris qui va percevoir les dividendes des actions, puisque juste avant la date, Andrew transfère les actions à Boris. Donc, une fois que la date elle est passée, Andrew n'est plus propriétaire, mais Boris, lui, l'est. Donc, Boris va percevoir les dividendes. Donc, Boris, il est à Dubaï. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, du coup, l'État, donc Boris ne va pas payer d'impôts à l'État français parce qu'il est citoyen de Dubaï. Et là, il y a une convention fiscale entre Dubaï et la France, pas d'impôt sur les dividendes. Là encore, ne me demandez pas pourquoi, voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer, évidemment? Parce que Boris, lui, il n'a jamais été propriétaire des actions, c'était Andrew. Que va faire Boris? Boris va rendre les actions à Andrew, hein, après les dividendes, ainsi que les dividendes récoltés. Et donc, Andrew va récupérer les actions plus les dividendes qu'a perçus Boris, sur lesquels l'impôt n'a pas été prélevé. Et donc, grâce à cet aller-retour, en fait, l'actionnaire principal, hein, qui est Andrew, n'a pas payé d'impôt. C'est-à-dire, s'il avait gardé ses actions, il aurait perçu un dividende imposé, donc avec un discount de 15 à 30%, qui est l'impôt dû à l'État français. Mais en fait, en se débarrassant de ses actions à Boris, Andrew, bah lui, les actions, il ne les a plus. C'est Boris qui reçoit les actions. Boris, il est citoyen de Dubaï, il reçoit les dividendes. Il ne paye pas d'impôt dessus. Et donc, après, il va renvoyer les actions avec les dividendes, mais sur lesquels le fisc n'a pas pu percevoir l'impôt. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, Boris, il a rendu service à Andrew, et en général, qu'est-ce qui se passe? Il partage l'économie d'impôts réalisée. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a 30% d'impôts à la source sur le dividende, Andrew va recevoir les actions et les dividendes moins 15%, et Boris va finalement faire une marge, hein, puisque Boris, finalement, il reçoit des actions, il reçoit les dividendes, il renvoie les actions et les dividendes, mais il garde une marge de 15%. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le fisc, qui aurait dû percevoir 30% d'impôts sur les dividendes, reçoit zéro, et vous avez cette économie d'impôts qui a été réalisée par Boris, va être partagée entre Boris et Andrew. Chacun partagera, chacun gagnera ce que le fisc n'a pas pu gagner. Hein. Ça, c'est important. L'argent, vous savez, c'est comme la matière. Hein. Rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, le manque à gagner pour l'État, en fait, va être partagé entre Boris et Andrew. Et c'est là que c'est pas lié au hasard. On voit que il y a clairement comme un abus de droit. C'est-à-dire que les investisseurs, parce qu'à la limite, Andrew, il donne des actions à Boris. Bon, il se trouve qu'il y a un dividende qui doit tomber, c'est pas illégal en soi. Enfin, les gens s'achètent, se vendent des actions. Bon, ça s'appelle un marché. Mais là, ce qui est beaucoup plus discutable, beaucoup préjudiciable, c'est que Andrew et Boris savent qu'il y a une échéance fiscale propre à la France et ils profitent justement de l'économie d'impôts réalisée pour que Andrew, finalement, récupère des dividendes non imposés et que Boris en profite pour se faire une commission tranquille, quoi. C'est ça qui est vraiment à la limite de la légalité. En Allemagne, c'est illégal. En France, a priori, pour le moment, au sens du droit, je ne suis pas juriste, pour le moment, c'est pas illégal, mais on est vraiment à la limite. Donc voilà un petit peu
les deux, les deux pratiques sur lesquelles, en ce moment, le parquet national financier, donc français plus le parquet allemand, sont en train d'investiguer parce qu'évidemment, vous doutez bien que des montages comme ça, hein, c'est pas vous et moi qui pouvons le faire avec nos voisins, etc. Il faut forcément le concours d'établissements spécialisés. Alors, est-ce que ces établissements ont fermé les yeux? Est-ce que ces établissements ont collaboré, hein, avec la supposée fraude et que même en ont profité pour gagner un peu d'argent, pour marger? Ça, j'en sais rien du tout. Hein, ça, je suis pas le parquet, mais voilà un petit peu l'affaire dont on parle. Voilà. Et là, ce qui me choque le plus, en fait, c'est pas tant l'affaire. Attention, hein, il ne faut pas confondre une présomption, hein, le parquet enquête sur une présomption de fraude, avec une culpabilité avérée. Il faut respecter la présomption d'innocence. Hein. Attention, il ne s'agit pas de de tresser des conclusions hâtives. Moi, je vous donne les faits et ce pourquoi le parquet enquête. Moi, ce qui me choque en réalité, c'est l'absence de réaction des marchés. Les marchés, ils s'en foutent. Ils sont imperméables à toute mauvaise nouvelle. Et là, on a quand même une suspicion, attention, une suspicion de fraude historique qui porte sur quand même 140 milliards d'euros. Enfin, c'est pas rien quand même. C'est 10 fois le montant d'économie sur les retraites. Hein. Mais les marchés, ils ne font rien. Et moi, ce qui me choque en réalité, c'est en fait, c'est l'esprit machiavélique des marchés. Et je vais vous expliquer en fait ce que les marchés, comment les marchés pensent. En fait, les marchés, en réalité, anticipent que de très fortes amendes vont être payées. C'est ça, en fait, c'est ça que je trouve choquant. C'est que les marchés pensent que de toute manière, il va y avoir des amendes. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein, là, on, enfin, le parquet va pas s'amuser à faire des perquisitions à grande échelle comme ça, en plus avec les autorités allemandes, et qu'à la fin, il n'y a rien. Hein, sachant qu'il y a des politiques qui commencent à parler. Donc les marchés anticipent déjà qu'il va y avoir des amendes qui seront payées. Les acteurs devant payer les amendes vont se déclarer dans l'incapacité de le faire. Ah, on ne peut pas, c'est compliqué, oulala, risque systémique. Et les marchés, c'est ça qui est machiavélique, c'est que les marchés anticipent déjà que pas de mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle, c'est-à-dire que les banques centrales, pour éviter de faire paniquer les marchés, les 10 marchés, vont actionner la planche à billets comme des gorées pour éponger l'ardoise. C'est ça qui est terrible en fait, c'est que les marchés en fait anticipent. En fait, les marchés, eux, ils ne sont pas dans la présomption d'innocence, ils sont dans la présomption de culpabilité. Ils anticipent qu'il va y avoir des amendes, mais que de toute manière, tout ça, ça va être noyé par les banques centrales qui vont actionner la planche à billets, qu'à la fin, on trouvera peut-être un ou deux lampistes, et puis ça y est, et que malheureusement, l'activation de la planche à billets pour résoudre les problèmes, en fait, elle est équivalente à faire payer le contribuable, donc à faire payer cette affaire si elle est déclarée, si elle est jugée, etc. C'est que c'est pas les investisseurs qui ont fraudé parce qu'ils sont à l'étranger, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, qui vont payer. C'est le contribuable via la planche à billets. Et la planche à billets, ce n'est pas un impôt, c'est de l'inflation. Et en réalité, les marchés anticipent que, en gros, mauvaise nouvelle, scandale, on règle tout à coup de planche à billets et que derrière, ça sera le contribuable qui paiera ça via de l'inflation. Et cette inflation, on pourra la mettre sous le dos de je ne sais pas quoi. Alors, c'est plus le Covid, c'est plus l'Ukraine, ce sera peut-être le changement climatique ou la sécheresse, j'en sais rien. Mais voilà, en fait, et c'est ça qui est machiavélique, c'est que les marchés, eux, ils anticipent ça. Et donc, évidemment, on le voit, hein, le CAC 40, c'est ça qui est marrant, vous avez le scandale qui tombe, vous avez le parquet national financier qui fait des perquisitions, et vous avez le CAC 40 qui a connu la meilleure semaine de l'année, qui n'est plus qu'à à peine 1% de ses records historiques. Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est marrant, en fait, c'est qu'on a, on a quand même un des scandales historiques, quand même, qui touche, voilà, qui concerne un gros montant, qui peut provoquer une défiance quand même. Hein. Enfin, voilà, on parle quand même voilà, de dizaines, enfin 140 milliards d'euros, c'est pas rien. On a aussi les problèmes des banques qui ne sont pas résolus. Hein. Je vous rappelle, hein, Crédit Suisse, etc., etc. C'est pas encore totalement réglé. Il y a peut-être d'autres cadavres dans les placards. Et on a un CAC 40, des indices actions qui montent. Et donc, évidemment,
les marchés sont loin d'être bêtes et malheureusement, moi, ce que j'anticipe, hein, toujours, c'est que les marchés parient sur le fait que tous les problèmes seront réglés par la Banque centrale européenne ou par la Réserve fédérale, que ça va se régler à grands coups de planche à billets et qu'à la fin, de toute manière, ça sera le payeur d'impôts qui paiera, non pas par des impôts, mais par de l'inflation. Et l'inflation n'est rien d'autre qu'un impôt déguisé. C'est un impôt déguisé, c'est un impôt différé dans le temps et déguisé. Voilà. Et donc la morale de l'histoire, la morale de l'histoire, c'est que ceux qui vont se faire tondre, en réalité, c'est les personnes justement qui n'investissent pas. Si vous n'investissez pas, vous êtes quasiment sûr, vous êtes même sûr de vous faire tondre, hein, par l'inflation. Hein. C'est pas que, voilà, c'est pas oublier les gens qui vous disent sortez l'argent des banques. Le vrai danger, il n'est pas dans le fait d'avoir 10 000, 20 000, même 100 000, 150 000 euros dans une banque française. Les banques françaises sont solides. Voilà, pour faire de la com des banques françaises. Les banques françaises sont solides. Et quand bien même il y a un problème, l'État français interviendra. Et si l'État français n'intervient pas, ce sera la Banque centrale qui interviendra. Donc votre argent, il n'est pas du tout menacé lorsqu'il est déposé à la banque, quand bien même il y a des perquisitions. Le danger, il n'est pas là. Le danger, il est dans le fait de garder de l'argent qui dort, que ce soit sous le matelas ou sur un compte courant ou un compte surlivré qui rapporte rien à la banque, alors que la Banque centrale européenne va lancer la planche à billets pour résoudre tous les problèmes. Et ça, malheureusement, votre argent, qu'il soit sous le matelas ou à la banque en compte courant ou en livret qui rapporte 1, 2%, voire 3%, ça ne vous protège pas contre l'inflation. Et le danger, il est là. Le danger, il est vraiment, vraiment là. Donc, voilà, donc moi, au cours du webinaire hein, du 11 avril, mardi 11 avril à 20h, je vous parlerai aussi de fiscalité, mais je vous parlais alors clairement de dispositifs fiscaux. Alors là, on ne parle pas de montage fiscal, on parle de dispositifs fiscaux totalement légaux, mis en place par l'administration fiscale. Donc c'est l'administration fiscale qui met en place ces dispositifs pour les investisseurs et il n'y a pas besoin de payer des milliers, des dizaines de milliers d'euros d'impôts par an pour avoir accès à ces dispositifs. Il y en a beaucoup, il y en a plus qu'on le croit. Donc moi, je vous parlerai de dispositifs fiscaux totalement légaux mis en place par l'administration fiscale pour permettre aux investisseurs d'améliorer la rentabilité de leurs investissements tout en étant parfaitement conforme avec la législation française. Puisque c'est l'administration française qui a mis en place ces dispositifs. Donc, c'est même pas une optimisation fiscale, c'est l'utilisation d'un dispositif fiscal qui est encouragé et utilisé par l'administration française. Il y a même des cases dans la déclaration d'impôt où on déclare justement ces investissements, entre guillemets, à finalité fiscale. Donc totalement transparent et légal. Donc je vous parlerai un petit peu de tout ça, parce que, évidemment, autant il faut condamner avec force toutes les stratégies d'évasion, de fraude fiscale, très clairement, autant c'est un peu dommage de ne pas utiliser les dispositifs fiscaux mis en place par l'administration fiscale pour ne pas se constituer un patrimoine et se protéger de l'inflation. Ah, c'est quand même dommage. Je veux dire, voilà, il y a quand même un gouffre. Il ne faut pas confondre entre utiliser un dispositif fiscal qui existe et faire ce qu'on parle hein, de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale, du blanchiment, etc., où là, c'est totalement illégal. Voilà. Écoutez, voilà pour ce point de marché, un peu plus court que d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et j'espère vous retrouver dans une semaine pour un nouveau point de marché. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches et moi je vous dis à dans une semaine. Salut tout le monde.